Bonjour à tous et bienvenue au Quai des Savoirs dans le cadre de la mêlée numérique. Donc on est sur l'événement Jobstick depuis ce matin. On parle effectivement de RH effectivement on a une belle table ronde aujourd'hui pour parler effectivement de comment attirer les profils tech candidats versus employeurs. Et donc effectivement on a deux représentants plutôt des entreprises et deux candidats aujourd'hui sur cette table ronde. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter un petit peu et présenter vos structures respectives. Et directement je vais vous inviter Adeline Guibert à vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable du service des parcours professionnels et développement au sein d'IMSA. IMSA, c'est l'informatique institutionnelle de la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, qui compte 1200 collaborateurs partout en France. Et on est implanté sur 22 sites, dont 5 sites principaux, qui sont le siège social à Montauban, à Bobigny, à l'île d'Abo, à Avelin du côté de Lille, à Mordel et à Ludre. Donc on propose en fait des solutions informatiques pour les agents des caisses de la MSA, des solutions qui sont utilisées par plus de 16 000 agents en France. Merci beaucoup. Il y a combien d'employés au sein de IMSA ? 1200 collaborateurs. D'accord. Oui. Et combien de recrutements en général par année ? Alors, on a fait 120 recrutements sur l'année 2020 et on a une projection là, de 200 recrutements sur les 5 prochaines années avec une visibilité d'ores et déjà d'une centaine de postes à pourvoir sur des postes de concepteurs développeurs, d'architectes applicatifs techniques, des experts applicatifs techniques, sur des rôles agiles aussi, de product owner, de manager. Voilà, une pluralité de postes au sein d'IMSA. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Très bien. Bérengère Moussard, pareil. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter Berger Levrault ? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Bérengère Moussard, en charge du développement RH à l'international chez Berger Levrault. Donc Berger Levrault est éditeur de logiciels dans différents secteurs parce qu'on a plus d'une centaine de produits. Donc on intervient sur plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, donc les logiciels à destination des citoyens, tout ce qui est aussi logiciel RH et finance pour les collectivités, et aussi tout le secteur Asset and Fleet, donc GMAO, gestion maintenance assistée par ordinateur. Donc Berger Levrault est une entreprise qui a une très longue histoire, parce que créée en 1463, je vous laisserai voir l'histoire de Berger Levrault, on était plus dans l'imprimerie à la base, et c'est une entreprise qui s'est orientée vers les logiciels dans les années 90 pour être en ligne avec son temps, et donc il s'est orienté ensuite vers l'international. Donc aujourd'hui, on est plus de 2000 collaborateurs. On a fêté notre 2000e collaborateur le 6 septembre dernier, donc on était assez fiers de ça, en sachant qu'on est présent donc majoritairement en France, sur l'ensemble du territoire français, mais aussi au Canada, en Espagne, en Belgique, en Italie, et puis au Maroc également. Voilà. Effectivement, vous avez cette dimension internationale que n'a peut-être pas effectivement IMSA. Pareil, même question. Enfin, vous avez parlé un petit peu des chiffres, mais combien de recrutements à venir ? Alors, cette année, on en a déjà plus de 300. Donc, on est dans une dynamique d'expansion très, très forte, avec des ambitions à 2025 qui sont aussi très fortes. Donc, on sera certainement à 300 et plus l'année prochaine. Voilà, on est en pleine réflexion sur le sujet, mais on est vraiment dans une très bonne dynamique. Bon, encore des bonnes nouvelles pour voilà. tous ceux qui nous écoutent et qui recherchent un emploi. Simon Liège, pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, expliquer depuis combien de temps vous travaillez, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Okay. Alors du coup, moi ça fait 3 ans que je travaille en tant que growth, dans le domaine du growth. J'ai d'abord travaillé à l'IoT Valley, du coup à la Belge, et là actuellement chez Axonote. Donc je suis récemment diplômé, j'ai toujours été en alternance. Je suis en CDI depuis le mois d'août et du coup, le principal de mon travail, ça va être de mettre en place des stratégies d'acquisition pour faire croître l'entreprise en France, à l'international aussi. Donc, je fais beaucoup de publicité. Je fais aussi toute la partie technique, donc tout ce qui va être le site web, la maintenance des sites web, les tests techniques entre nos différentes implémentations.
Je fais aussi du coup du design. Voilà, je travaille sur une très grosse partie de l'entreprise et vraiment sur l'acquisition digitale, vu que c'est ce qui nous rapporte le plus de clients. Merci beaucoup. Et Morgane Lévistre. Bonjour, alors moi je suis analyste de données suite à une reconversion professionnelle puisque j'ai toujours fait du management dans différents secteurs d'activité avant ça et ça fait 1 an maintenant que j'ai terminé ma reconversion professionnelle en tant que data analyst. Donc dans l'entreprise où je suis actuellement, Sport & Co, qui est un éditeur de logiciels B2B dans les paris sportifs. Donc on crée des sites web et des applications web de paris sportifs. Mon rôle à moi, c'est d'analyser un petit peu les comportements des joueurs et de pouvoir fournir à nos clients, à nos opérateurs, des tableaux de bord de suivi de leur activité au fil des jours. Merci beaucoup. Alors du coup, j'invite vraiment toute la salle et tous les spectateurs qui sont en ligne à ne pas hésiter à poser des questions tout au long de la conférence. Parfois, effectivement, durant les tables rondes, on pose des questions plutôt à la fin. Mais pour rendre les interactions plus fluides, n'hésitez pas à lever la main si à un moment donné vous avez une question que vous souhaitez effectivement partager, une interrogation pour un des membres de cette table ronde. Alors tout de suite, on va attaquer dans le cœur du sujet. Alors, je ne sais pas si... je vais redonner la parole à Aline, mais effectivement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui, votre constat un petit peu, est-ce que c'est difficile de recruter en 2021, dans cette époque, dans cette ère post-Covid? Voilà. Oui, les métiers du numérique, c'est un marché très tendu, on le constate effectivement, et ce qui nécessite de développer une multitude de canaux différents d'approche de nos candidats. Et je crois beaucoup en fait au transfert de compétences aussi. C'est-à-dire que il faut aller chercher des jeunes qui sortent d'école, mais aussi des personnes en reconversion, c'est important. La transposition des compétences, c'est ce qui sauvera un petit peu l'emploi dans les métiers du numérique. Nous, on a une approche où effectivement on va aller capter des alternants dans des forums, des événements écoles et les étudiants, les informer sur ce qu'on fait, leur parler de nos projets, de nos différents projets, de nos différentes technologies aussi. Mais voilà, il faut user d'une pluralité de canaux. Alors, quand je disais canaux, c'est on a notre site internet, on est sur LinkedIn, mais on est aussi sur Welcome to the Jungle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par ce biais-là, on a voilà, des vidéos qui mettent en scène un petit peu plus ce qu'on fait à l'IMSA. On a la parole du directeur général aussi. Et c'est important pour nous de donner la parole à nos collaborateurs pour illustrer un petit peu mieux nos différents projets. On aura le temps de développer effectivement sur, j'imagine, tout ce que vous faites au sein de votre structure. Bérangère, même question. Vous partagez cette analyse que c'est difficile de recruter aujourd'hui? Alors les profils techniques, c'est extrêmement difficile, en effet, du fait de la pénurie de la compétence. Dans tous les pays, c'est le cas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on remarque dans tous les pays, sauf le Maroc, pour le coup, du fait de compétences plus présentes au Maroc. Mais on a une réelle difficulté, en effet, sur ces recrutements. Donc c'est vrai que tous les recruteurs sont sur le front, on le voit bien, et ils sont face à des candidats qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus sollicités, donc souvent aussi fatigués d'avoir 2-3 messages par jour sur LinkedIn. C'est une réalité. Et donc pour le coup, nous, on doit vraiment travailler sur le sujet pour rendre l'expérience candidat et la relation candidat Berger-Levrault, pour notre cas, la plus simple et agréable possible. Donc oui, on est sur le sujet aussi. Alors, vous voyez, c'est bien, le public joue le jeu. On a déjà une première question, donc ça va vraiment être très dynamique et les interactions vont être nombreuses, je l'espère. Quelqu'un qui nous pose la question, tout simplement, on entend beaucoup parler du fait qu'il manque beaucoup de profils tech, de développeurs, mais vers quel métier se tourner pour se garantir son employabilité? Voilà. Qu'est-ce que, déjà, premièrement, à chaud, peut-être, vous aviez la parole, je vous la laisse. Je pense que le poste de concepteur-développeur est vraiment aujourd'hui peut-être le plus recherché et qui permet d'entrer directement, avoir une entrée sur tapis rouge dans l'entreprise pour après ensuite évoluer vers d'autres métiers. Mais déjà, le développement est le poste le plus convoité. Hein.
En effet, oui. Et puis ça fait le lien aussi avec donc, notre cher collègue Morgane sur la reconversion, qui est un réel levier parce que dans ce contexte très pénurique, se tourner aussi vers des partenariats avec des écoles qui ont des profils en reconversion. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on va intégrer à part entière dans une démarche RSE sur l'intégration de ces types de profils. C'est un levier qui va être important. Donc voilà, peut-être que ça peut permettre de... Justement, Morgane, est-ce que vous partagez déjà ce ressentiment que vous avez été un peu chassé justement avant de choisir votre premier emploi, ou même peut-être toujours aujourd'hui au quotidien? Et est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre histoire de reconversion, l'école que vous avez fait? Oui, alors donc moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait la White Coat School, une école de reconversion ici à Toulouse. Quand je l'ai fait, on avait deux promos différentes. Il y avait la promo Data Analyst, celle que j'ai faite, et la promo Développeur Web. On a été très très bien accompagnés sur les recherches d'emploi en sortie de formation. Pour le coup, on a eu des job dating qui ont été organisés avec des grandes entreprises. Je parle plus pour mes collègues développeurs web parce que la data analyse, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des partenariats. Ça se développe de plus en plus maintenant, pour le coup. Et c'est vrai que de pouvoir avoir des entreprises partenaires qui jouent le jeu de la reconversion professionnelle, qui n'ont pas peur, au final, d'avoir des personnes qui n'ont pas des années d'expérience, mais qui ont d'autres compétences, des compétences qu'on peut réutiliser par la suite. Moi, pour le coup, j'avais beaucoup d'expérience de management et ça m'a servi dans le recrutement. Par curiosité, qu'est-ce que vous faisiez avant? Beaucoup de choses. J'ai commencé dans la restauration rapide, je suis passé dans le transport de voyageurs et j'ai fini dans la grande distribution. Et toujours à gérer des services, à gérer des personnes. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui n'a plus de rapport du tout, mais ça me sert dans le quotidien. Ce sont des compétences qui me servent au quotidien avec mes collègues et dans les échanges qu'on peut avoir entre nous. Merci beaucoup. Et Simon, est-ce que vous validez, est-ce que vous recevez bien 3 messages LinkedIn par jour de sollicitations? Et peut-être vous en êtes responsable, parce que vous aussi, vous devez envoyer des messages LinkedIn, je pense. Alors effectivement, on en reçoit pas mal dans mon domaine. Ça m'arrive souvent d'être démarché. Après, je ne vais pas spécialement démarcher les personnes. C'est vrai qu'on a eu des phases de recrutement récemment où on voulait recruter des développeurs full stack et on avait beaucoup de mal parce que, comme c'est dit, il y a énormément, on dirait qu'il y a une pénurie. Et du coup, les profils se font assez rares. Donc, on a quelques entretiens. Généralement, on a beaucoup d'alternants. Donc, du coup, actuellement, on a recruté un senior en CDI. On a pris 2 alternants pour venir. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une forte demande au niveau du développement. Et après, pour confirmer ce qui a été dit sur la reconversion, c'est vrai que moi, j'avais fait un diplôme d'infographiste web designer à la base, ma première année. Et il y avait dans cette formation-là, il y avait beaucoup de personnes en reconversion. Et ces personnes-là étaient clairement les plus déterminées et les plus motivées dans les formations. Et elles avaient vraiment des compétences et des capacités énormes pour apprendre le métier. Et vous avez fait quelle école? On n'en a pas parlé, mais vous sortez de quel cursus? Alors moi, j'avais fait une école, c'était une école de formation, c'était à Montauban, c'était Formasup, c'est des écoles un peu comme l'AFPA. Et là, l'école que j'ai fait du coup ensuite, parce que j'ai continué les études, je suis parti à l'ESG, j'ai fait un bachelor communication, et ensuite j'ai fait là un master en expérience stratégie digitale, option data à Digital Campus à la Belge. D'accord. J'ai remarqué quelque chose, vous avez parlé de développeur full stack, et vous avez parlé de concepteur développeur. Est-ce que déjà par rapport peut-être aux générations, est-ce que le vocabulaire est le même aujourd'hui? Est-ce que c'est une question, on n'en a pas parlé avant, on n'a pas préparé, mais est-ce que vous arrivez à vous aligner, à suivre un petit peu les tendances et les attentes entre guillemets des candidats en termes de juste de vocabulaire peut-être déjà? Aline par exemple. Au sein d'IMSA, on va utiliser un cadre technologique assez varié. Liés aux différents projets que l'on met en place, qui couvrent en fait les différents risques de la protection sociale. Donc, ces différents projets vont intervenir sur du Java, Angular, Git, COBOL. Hein. Donc full stack. COBOL aussi, voilà. Full stack. Vraiment, on touche à toutes les technologies et l'ambition d'IMSA, c'est dans ces solutions informatiques d'être à l'état de l'art, d'avoir... Voilà, de frôler l'excellence opérationnelle, en tout cas, c'est ce qu'on vise. Tout à fait.
Bérengère. C'est sûr qu'être au recrutement, ça demande beaucoup d'agilité et d'adaptation aussi au marché, parce que le monde du développement et de l'informatique évolue beaucoup, et c'est extrêmement important de savoir parler le même langage. Parce que justement, quand on est en contact avec un candidat, et c'est d'ailleurs le premier levier d'attractivité, il faut connaître un petit peu identifier ce qui pourrait faire qu'on a son attention. Donc il faut avoir une approche liée d'explication de projet aussi, lui donner des perspectives sur la technologie aussi qu'il va adopter. Donc sur le langage utilisé, en tout cas l'idée c'est vraiment d'être en ligne avec le marché, parce que c'est vrai que si à un moment donné on utilise des termes qui sont has-been, clairement. Alors, ils peuvent être rapidement has-been dans le monde du développement. Clairement, là, on perd un contact et le lien avec un candidat qui est très précieux, je le répète. Le fameux ingénieur informaticien qui, je pense, fait fuir aujourd'hui le poste d'ingénieur informaticien à pourvoir. Merci beaucoup pour rebondir sur ce sujet. On parlait des écoles, justement, et peut-être un petit peu de l'écosystème. Est-ce que, justement, Bérengère, vous êtes en relation avec, justement, ces écoles qui sont autour de vos sites, des implantations où vous recherchez à recruter? Alors déjà, je voudrais évoquer, parce qu'on n'a pas trop parlé de la marque employeur d'une manière générale, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, et on voit même des intitulés de poste chargés de recrutement et marque employeur. Donc on voit que c'est une notion qui est très présente sur le marché, qui repose un petit peu souvent sur les épaules de la RH, alors que je suis intimement convaincue que ce sujet doit être partagé et porté par l'ensemble des collaborateurs, des parties prenantes, et l'ensemble des métiers dans l'entreprise. Donc là, ça fait le lien avec la question, dans le sens où c'est important aussi que nos experts techniques viennent dans les écoles et interviennent pour parler de leur métier. Parce que jusqu'à présent, et encore il y a quelques années, moi j'ai souvenir quand j'avais des forums, finalement il n'y avait que la RH qui venait. Voilà. Et finalement, il n'y avait pas du tout de lien qui se créait, parce qu'aujourd'hui, on ressent bien que les profils tech, ce qui fait qu'ils vont s'intéresser après à l'entreprise, c'est parce qu'ils auront vu un expert qui aura expliqué un projet, qui les aura attirés. Et donc, c'est au travers de ça qu'après, il va se dire, mais c'est quoi son entreprise? Ah, peut-être que je peux avoir des perspectives là-bas. Donc, déjà, c'est important d'avoir des partenariats avec les écoles, c'est clair, mais aussi d'y envoyer nos experts et de montrer à ces étudiants la richesse qui pourront y retrouver dans l'entreprise ensuite. Donc oui, on intervient auprès des écoles. On a aussi développé un challenge qui s'appelle le Citizen Challenge depuis quelques années, où on demande à des étudiants d'écoles partenaires de faire des projets avec un coach interne. Et justement, après, il y a une bourse qui est attribuée à la fin du jury. Voilà, donc on essaye, oui. Donc chez vous, les techs parlent aux techs. En gros, c'est un petit peu ça la philosophie. En tout cas, on veut vraiment structurer cette approche, l'intensifier. Mais l'idée, en tout cas, alors bien entendu, on intervient dans les forums en tant que RH, mais ça a beaucoup plus de poids quand l'année dernière, on a fait animer des cours de UX design dans une école IT. Ça a hyper bien marché, et au travers de ces expériences-là, là, cette année, il va y avoir des cours sur l'open source, sur le développement web, et ce qui fait qu'au travers de ça, on arrive à capter l'attention et à éventuellement attirer des nouveaux profils chez nous. Morgane, je vous vois acquiescer avec la tête. Non, parce que je suis tout à fait d'accord avec... C'est un point fort pour vous, effectivement, qu'une société soit en capacité de vous montrer un petit peu les gourous, les mentors que vous aurez si vous rejoignez cette société-là. Oui, et puis d'intéresser, d'expliquer le projet, d'expliquer les projets sur lesquels on travaille, d'expliquer au final le potentiel futur quotidien du candidat, de la personne. Et c'est souvent ça qui fait accrocher. C'est pas... Ici, il y a la partie RH qui, derrière, en découle. Mais le principal attrait, ça va être quel est le projet, que fait l'entreprise, et est-ce que je vais pouvoir m'identifier, est-ce que je vais pouvoir me projeter à travailler sur ce sujet ou pas. Et c'est ce qui va faire accrocher le candidat. Aline, chez vous, c'est un petit peu la même démarche. Je pense que vous avez pas mal d'experts aussi dans vos équipes. Est-ce qu'ils ont la parole? Est-ce que vous êtes en relation avec l'écosystème? Alors, on est en relation avec les écoles, mais on doit intensifier cette démarche-là. Moi, j'ai rejoint IMSA en juillet dernier.
C'est une action qu'on va mener effectivement et conjointement avec les opérationnels, parce que ce qui donne du sens, et là je rejoins, c'est que de parler de nos projets qui sont nous en lien avec la sphère sociale, mais qui ont vraiment un but qui doit être partagé, qui doit permettre de donner de la visibilité. Après, on travaille aussi en mode agile. On a développé l'agilité à l'échelle et c'est donc montrer tout l'investissement qu'il y a derrière le lancement d'un train et qui embarque toutes les équipes, des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui rendent l'intérêt au projet. Et donc ça, évidemment, c'est que l'expert qui peut le mieux en parler. Et nous, il faut qu'on intensifie notre présence effectivement dans les écoles et dans les événements divers et variés. Mais vous êtes là ici et c'est un plaisir de vous accueillir. Du coup, la méthodologie, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais effectivement, vous travaillez tous, tous les projets sont en méthodologie Scrum, j'imagine, en Agile. Est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée, effectivement, pour convaincre les candidats? Et d'ailleurs, quels sont un petit peu les critères que vous avez constatés, un petit peu les points d'attention des candidats pour rejoindre votre société? L'agilité à l'échelle, aujourd'hui, effectivement, est un point fort à IMSA. On vit une transformation digitale qui est très importante et on sent effectivement que ça crée de l'émulation auprès des candidats et des jeunes potentiels, parce que ça amène de la diversité, de la richesse dans la gestion du projet et de la polyvalence aussi. Et des nouveaux rôles dans l'entreprise. On parle de Scrum Master, mais on parle aussi de Product Owner, de Product Manager, des Servant Leader. Voilà, donc c'est vrai que ça donne aussi d'autres perspectives dans la gestion d'un projet. Et puis, ça montre cette dynamique, cette richesse, en fait. Et on doit produire des livrables régulièrement, et ça amène une dynamique qui plaît aux jeunes et à nos nouvelles recrues. Est-ce que, Simon, vous confirmez, est-ce que vous êtes adepte de la méthodologie Scrum? Alors, je pense qu'effectivement, la méthodologie Scrum, étant dans le milieu startup depuis que j'ai commencé, on a toujours baigné dedans. C'est-à-dire que c'est des méthodologies en fait, qu'on applique sans même forcément y mettre un nom dessus. C'est une méthodologie qu'on va faire de base, de façon standard. Alors que dans les grands groupes, c'est vrai que généralement, ils sont établis avec leur stratégie de management depuis très longtemps. Et ce sont des révolutions internes qu'il faut mener, qui parfois sont compliquées à mener, mais quand elles sont bien menées, qui amènent, je pense, énormément de valeur aux grands groupes. Je sais que nous, par exemple, le fait d'avoir des product managers, d'avoir des product owners, de faire des sprints régulièrement, on fait les sprints, autant on va appliquer la méthodologie agile, autant sur du développement, on va l'appliquer aussi sur le domaine du traffic management. Quand on doit lancer, par exemple, on doit itérer sur le lancement de nouveaux pays, quand on doit itérer sur le lancement de nouvelles publicités, etc. C'est toujours des cycles très courts, avec des livrables très, très souvent. On fait toujours appel à des clients pour avoir des retours. Donc c'est vrai que c'est des méthodologies qui, avant, pouvaient paraître très, très loin de nous et qui, petit à petit, se rapprochent et le sont maintenant quasiment intégrées dans beaucoup de grands groupes et dans pratiquement toutes les startups. Vous n'auriez pas rejoint une société qui, si elle ne travaillait pas en agile, ça vous aurait gêné? Pas spécialement. C'est pas une question que je me suis déjà posée, mais je pense pas que si une société n'avait pas travaillé en agile, ça m'aurait dérangé. En soi, je l'aurais fait de moi-même, en fait, travailler en agile. Et après, j'aurais vu si ma façon de travailler correspond à l'entreprise, tant mieux, je reste dans l'entreprise. Et si ma façon de travailler ne correspond pas à l'entreprise, effectivement, j'ai toujours le choix de partir de l'entreprise, car comme la plupart des profils tech actuellement, on a beaucoup d'offres, donc du coup, on n'a pas trop de mal à partir si jamais l'envie se fait. Heureusement ou malheureusement, si on vous recrute ou si on vous perd. Mais Bérengère, on évoquait également le fait qu'aujourd'hui, la responsabilité de la marque employeur, elle est distribuée aussi au sein des équipes techniques, parce que dans leurs actions et dans leurs choix qu'ils font au quotidien, ça peut avoir un impact sur les futurs recrutements. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce point. C'est clair que le recrutement est un peu le messager aussi de tout ce qui se passe derrière. En fait, on est le lien entre le marché et puis ce qui se passe en interne dans cette phase.
Et on se rend compte qu'en fonction de la stratégie de développement qui est adoptée, ça a un impact direct sur notre attractivité. On a beaucoup des fois, alors parce qu'on développe sur une multitude de technologies, et puis des technologies vieillissantes parce que des produits vieillissants, et parfois on a des réelles difficultés de recrutement parce que le candidat il dit mais moi je veux pas aller dans une entreprise où finalement je vais être sur une techno qui me permet pas de développer mon employabilité, etc. Donc c'est vrai que comme je disais, ça doit reposer aussi sur toutes les équipes techniques. On voit aussi que on a une équipe innovation qui se développe de plus en plus avec des sujets en lien avec le développement durable, etc., l'IA. Et ça aussi, c'est des arguments qui sont extrêmement importants à apporter aux candidats, qui montrent que on est dans une dynamique d'évolution, on est en ligne avec notre temps et on anticipe l'avenir. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Donc oui, en effet, on est le messager, mais derrière, si y a des stratégies qui sont inadéquates par rapport au marché, on a vraiment peu de marge de manœuvre et de poids en fait. Morgane, vous confirmez, on choisit son employeur, mais on choisit aussi sa stack technique quand on choisit son emploi? Pas toujours. Je vais nuancer un petit peu, pas toujours. Parce que pour la simple et bonne raison que la stack qu'on aura choisie ne conviendra pas forcément à tout le monde, et quand bien même elle convienne, régulièrement, par rapport à mon retour d'expérience, régulièrement, il y a un problème de manque d'expérience qui va faire que ça peut coincer. Il y a encore pas très longtemps, il y a encore un an, où il y avait limite plus de personnes disponibles que d'emplois disponibles, et cette tendance par contre a complètement changé depuis la reprise, où comme on évoquait tout à l'heure, les entreprises ont plus de difficultés à recruter que les futurs employés de trouver des entreprises. Donc je mettrai juste une petite nuance de ce côté-là. Très bien, c'est ça qui est intéressant de ces échanges. Donc je rappelle que vous pouvez nous poser des questions à tout moment si vous souhaitez, en ligne ou dans la salle. Et donc on a une autre question qui est arrivée de quelqu'un qui se pose la question de comment effectivement vous gérez, vous jugez un petit peu les candidats qui arrivent sans forcément d'expérience. Effectivement, parfois on a des expériences parce qu'on est en reconversion et donc on a d'autres expériences qu'une expérience professionnelle. Mais est-ce que vous arrivez à faire confiance entre guillemets à des jeunes diplômés qui manqueraient un petit peu d'expérience, Aline, par exemple au sein d'IMSA? Alors on va effectivement s'attacher à bien regarder le CV et puis à le vendre à nos managers qui sont peut-être moins ouverts sur cette lecture-là, mais voilà, de montrer la transposition en fait des compétences possibles. Et ça, c'est un gros travail avec eux, puisque nous, nos chargés de recrutement vont faire la présélection des candidatures et les soumettre aux managers. Donc c'est ce lien qui va être fait. Mais moi, j'y crois fortement, et c'est vrai que c'est à nous de le vendre. RH aussi. Si vous investissez un peu dans les candidats, en fait, en recrutant quelqu'un, vous investissez dans cette personne et vous voyez le potentiel de la personne, c'est à vous de réussir à vous projeter, quoi. Voilà, tout à fait. Pareil, au sein de Berger Le Vro, est-ce que vous recrutez d'ailleurs des gens qui, par exemple, arriveraient sans expérience aujourd'hui? Alors déjà, si on prend les stagiaires et les alternants, déjà on intensifie nos recrutements sur ces deux volets. Donc là, on est vraiment dans une approche identification de potentiel au travers de vraies qualités, parce que côté recrutement, on fait en sorte de mettre un point d'honneur sur l'évaluation de critères liés à la personnalité et de critères comportementaux. C'est vraiment la valeur ajoutée du recrutement. Contrairement au manager qui va faire un focus sur la technique. On essaie vraiment d'avoir une complémentarité. Donc déjà, les stagiaires et les alternants, on fait en sorte d'intensifier ces recrutements, parce que c'est un vivier extrêmement intéressant pour après basculer sur des contrats permanents. Et c'est d'ailleurs une de nos réponses pour aussi pallier à la pénurie des profils. Après, il y a des postes en effet qui sont ouverts à des profils plus juniors. Et là, on a toujours cette approche d'identifier un potentiel et d'y être très sensible. J'espère que ça a rassuré
notre auditeur, spectateur en ligne. Une autre petite question sur l'international. Vous avez la spécificité, Bérangère, vous avez le micro, d'être une société qui est allée à l'international. Est-ce que vous avez des actions particulières que vous mettez en place à l'échelle internationale pour justement favoriser le recrutement des profils tech? Alors, on a mis en place l'année dernière, spécifiquement pour le développement, justement, un programme qui s'appelle le BL Dev Mobility. Et justement, du fait de nos difficultés de recruter au Canada en local, parce que un marché encore plus concurrentiel, beaucoup plus volatile aussi, on a décidé en fait de proposer à des développeurs et des techs français de partir au Canada et en fait d'avoir un package associé à ça, donc d'avoir des démarches administratives plus simples, d'avoir aussi voilà, les vols pour revenir une fois par an, et également de la formation interculturelle pour appréhender la culture canadienne, parce que même si on parle la même langue, nous sommes totalement différents culturellement. Donc l'idée, il y a un accompagnement au travers de la formation aussi, pour aider ces techs à aller sur le territoire. Et puis aussi, on développe de plus en plus le VIE aussi, que ce soit en Espagne ou au Canada, parce qu'on se rend compte que d'apporter une expérience internationale nous permet d'attirer des profils très bons français qui iront à l'international alors qu'ils ne seraient pas intéressés peut-être pour aller développer à la Beige alors qu'ils vivent voilà, à Saint-Orens. Donc c'est un plus qu'on leur apporte et ça montre des bénéfices. On a des très bons profils qui sont partis et qui partent encore. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes intéressés, sachez qu'on continue de développer ce programme. D'ailleurs, on a sûrement peut-être des spectateurs qui nous regardent depuis le Canada ou depuis l'Afrique, depuis la francophonie, vu qu'on parle français. On les salue tous. On va switcher, on va changer, on va parler d'un autre sujet qui est lié au télétravail. Je pense que c'est devenu un standard, une référence un petit peu justement depuis le Covid. Est-ce que tout le monde télétravaille autour de la table là? Ouais, vous êtes tous télétravailleurs. Est-ce que c'est une demande justement aujourd'hui des candidats qui postulent au sein des différents IMSA? Est-ce que vous avez mis en place des politiques spécifiques pour favoriser justement le télétravail à ligne? Oui, ça fait partie des demandes de nos candidats qui ont été agréablement surpris de voir l'adaptation des entreprises en fait sur ce mode de fonctionnement-là et que ça fonctionne tant en termes de technologie, de connexion que d'interactivité avec les autres collaborateurs. Donc, il faut savoir que nous, jusqu'à fin août, tous nos collaborateurs étaient 5 jours en télétravail par semaine. Et même le retour à plus de présence sur site était difficile même. Donc une nouvelle charte a été mise en place de télétravail qui permet à nos collaborateurs de télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Avec une flexibilité voilà, de 1 à 3 jours. Et ça fonctionne plutôt bien et ça plaît plutôt bien. Pareil, chez Berger-le-Gros, les gens télétravaillent et les candidats demandent à télétravailler, vous voyez? Alors, le télétravail en France était mis en place chez Berger-le-Gros depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Donc, on était sur 2 jours maximum de télétravail par semaine. Bien entendu, pendant la crise Covid, ça a été à temps plein. Et depuis, voilà, il y a eu la signature d'un accord télétravail et droit à la déconnexion, parce que nous n'oublions pas cette notion-là, fin juin. Et donc qui autorise le télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. Alors voilà, on n'est pas rentré dans un modèle télétravail temps plein. C'est le cas en Espagne et au Canada du fait de contextes sanitaires différents et de cultures différentes. Mais en effet, il était inenvisageable en fait de faire un retour en arrière. Et justement, c'est très important d'avoir une politique RH en ligne avec notre temps pour attirer les profils tech. Merci beaucoup. Ouais. On voit d'ailleurs à Toulouse qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant parisiennes qui, du fait de pouvoir télétravailler, être en full télétravail, commencent à venir recruter et chasser, par exemple, sur Toulouse. Est-ce que Simon, c'est des choses que vous confirmez? Vous avez vu peut-être, vous connaissez des personnes autour de vous qui maintenant travaillent en full remote pour des sociétés qui sont à l'étranger ou à Paris? Ouais. Est-ce que vous-même, vous télétravaillez d'ailleurs? Alors justement, il y a plusieurs points à aborder, essentiels je pense sur cette thématique du télétravail. C'est qu'il y en a une, la principale du coup de mon retour d'expérience, c'est qu'effectivement, avant le coronavirus, c'était pas quelque chose qui avait été implémenté dans l'entreprise. Au moment où on s'était dit on peut télétravailler, ou si les gens voulaient le faire, ils le disaient, ils le faisaient.
Et depuis qu'il y a eu le coronavirus, du coup, on était obligé de télétravailler, ça a été fait. Et depuis qu'on est rentré de cette période-là, les gens peuvent eux-mêmes aller voir les ressources humaines et dire « Ok, tel jour je vais être en télétravail, tel jour, tel jour ». Et généralement, c'est validé. Hein. Je crois qu'il n'y a encore personne qui s'est vu refuser un jour de télétravail. Donc on est assez flexible là-dessus. Après, le second point qui est très important, c'est la structuration, je pense, d'une entreprise en télétravail. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut le voir, par exemple, il y a une boîte parisienne qui s'appelle Lemlist, qui fait actuellement 8 millions d'ARR. Et cette entreprise-là, c'est montée spécifiquement en remote. C'est-à-dire que le CEO, qui était un Français de Station F, a d'abord recruté des personnes en Ukraine, dans des pays d'Europe de l'Est, etc. Et au final, a fini par constituer une équipe en France. Mais voilà, l'entreprise a très bien fonctionné comme ça. C'est aussi le cas de l'entreprise, peut-être que certains connaissent ici, l'entreprise Zapier, qui est une boîte qui est totalement en remote, où en fait, depuis le début, c'est leur politique. Ils ont des bureaux, mais ils doivent se retrouver 2 fois par an, juste pour la cohésion d'équipe. Mais vraiment, ils sont tous en télétravail, et c'est vraiment une culture d'entreprise. Et l'entreprise est valorisée plusieurs centaines de millions, ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois. Donc voilà, je pense que c'est plus une problématique française, j'ai l'impression, le télétravail, qui a été longtemps mal vu et qui petit à petit commence à rentrer, peut-être pas dans les mœurs, mais qui commence à être accepté dans le milieu et on en voit les bénéfices. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un cadre de travail assez strict et bien cadrer la chose pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement et pour que les gens qui n'aient pas l'habitude de faire du télétravail ne soient pas forcément distraits par telle ou telle chose. Mais après, c'est quelque chose qui s'apprend. Morgane, pareil, vous télétravaillez? Oui, nous, on télétravaille depuis bien avant le coronavirus, puisqu'on a des équipes un petit peu partout aux alentours de Toulouse. On a aussi une partie de notre entreprise, de notre groupe qui est en Espagne. Donc on est très connecté et de ce fait, on peut télétravailler. Là, depuis la rentrée de septembre, on nous a demandé de revenir minimum d'avoir un minimum un jour de présence. Et pour le coup, c'est bien, ne serait-ce que pour la cohésion. Ne serait-ce que pour la cohésion d'équipe, ça nous permet de nous retrouver, de pouvoir avoir un peu plus d'interaction sociale avec nos collègues, avec les autres départements avec qui on n'aurait pas forcément ces interactions, à rester un peu dans notre service. Et là, je sais que au mois de novembre, on devrait passer à 2 jours de présence, mais ça permet une grande flexibilité et de pouvoir aussi s'adapter à chaque situation personnelle en fonction des situations avec les enfants, par exemple. Ça permet vraiment de pouvoir s'adapter à toutes ces choses-là. Et c'est vrai que on le voit bien, de plus en plus d'entreprises, de plus en plus d'annonces évoquent la possibilité d'être en télétravail partiel ou en tout cas en full remote. Et c'est quelque chose qui attire. C'est aussi un confort de pouvoir se dire j'ai pas à prendre la voiture, j'ai pas tant de trajet à perdre dans ma journée. Et ça, c'est un confort que de plus en plus de candidats et de plus en plus de personnes vont vouloir avoir. Alors justement, c'est bien qu'on parle de voiture. J'avais une question sur est-ce que c'est un critère pour les candidats aujourd'hui, le positionnement de vos bureaux. Je sais que si on parle par exemple de Montauban ou de la Belge, je pense que si on part d'ici pour y aller, on met à peu près le même temps le matin, entre les embouteillages, les trajets, etc. Est-ce que justement le télétravail vient peut-être compenser parfois le fait que pour aller à Blagnac ou à la Belge ou à Montauban, il y a un petit peu de route à faire et que justement ça permet de fluidifier, de gagner du temps le matin et de gagner du temps dans sa vie. Oui, la solution, elle est appréciable justement pour ça, parce que Toulouse-Montauban, ça se fait relativement bien, et effectivement, on met peut-être moins de temps certaines fois que pour regagner Blagnac. C'est vrai. Mais donc la perspective du télétravail a ouvert ce champ des possibles qui permet de se projeter davantage. Et puis nous aussi, on a à IMSA des sites qui sont en province, et donc cette solution est généralisée vraiment sur tout le territoire. Je parlais d'Avelin, alors c'est des grandes métropoles qui ont beaucoup de profils dans le numérique et de sociétés dans le numérique, mais oui, le télétravail globalement a répondu à l'ensemble de nos sites. Pareil chez Berger-Levrault. Oui, clairement, c'est un argument supplémentaire pour le coup pour des candidats un peu plus loin, mais finalement, on leur dit avec une politique télétravail de 3 jours de télétravail par semaine, est-ce que
Et souvent, ça permet de débloquer aussi certains freins pour des candidats, oui, en effet. Très bonne nouvelle. On a reçu une autre question sur les valeurs justement de nos entreprises. À quel point ça a influé justement le recrutement des candidats? Est-ce que justement, quelles sont un petit peu les valeurs que vous défendez auprès des candidats qui viennent chez vous? Et est-ce que ça influe sur justement sur le choix des entreprises? On sait que beaucoup de personnes maintenant veulent travailler dans des entreprises plutôt à mission, etc., ou qui partagent leurs valeurs. Est-ce que c'est un point important? Oui, les valeurs qu'on porte, alors déjà au travers de la mutualité sociale, c'est quelque chose de fort et ce sont des valeurs de solidarité, de coopération et de respect. Donc la bienveillance est au cœur de nos équipes et portée par l'ensemble de nos managers. La coopération, et on le voit dans le travail en équipe, c'est quelque chose qui est plébiscité. Mais voilà, c'est au sein même de nos projets qui servent en fait une institution sociale. Donc oui, c'est toute l'entreprise qui est vecteur de ces valeurs-là. Pareil, je pense que vous avez pas mal de valeurs. Alors oui, on a un certain nombre de valeurs et notamment il y en a une dont on entend parler notamment dans le cadre du recrutement, c'est la bienveillance. Alors c'est vrai que beaucoup d'entreprises mettent en avant cette valeur de plus en plus, mais je pense que c'est très important de l'incarner et de faire en sorte qu'elle soit vraiment présente auprès de l'ensemble des métiers, mais c'est quelque chose qui revient souvent des candidats et d'ailleurs ça fait partie de notre politique recrutement aussi, que les entretiens soient bienveillants, soient pas stressants et que ce soit un réel échange. Donc, et on a beaucoup de retours de candidats ou même de nouveaux collaborateurs qui s'étonnent souvent de la facilité d'échange entre les différents managers, etc. et pas spécialement de ligne hiérarchique directement qui est ressentie et c'est un retour en effet qu'on a. Donc c'est vraiment cette valeur qu'on peut retrouver au travers du recrutement et qui semble être très attractive pour nos candidats. Est-ce que Morgane, c'est quelque chose d'important pour vous aussi, les valeurs de la société que vous avez rejoint quand vous avez fait votre choix? Oui, comme tout un tas d'autres, mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, étant donné l'époque dans laquelle on vit, étant donné les enjeux de développement durable et tout ça, on va pas regarder une entreprise de la même façon si on ne sent pas un réel intérêt et une réelle accroche avec nos propres valeurs à nous. Si d'ores et déjà dans le premier échange, dans le premier entretien, on se sent à l'aise, on se sent mis en confiance et que les valeurs prônées par l'entreprise correspondent aux nôtres, ça va être beaucoup plus facile pour nous derrière de s'y intégrer. Ça va être beaucoup plus facile de travailler au quotidien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Très bien. Alors, est-ce qu'on a peut-être des questions dans la salle? Depuis tout le début, on a des questions en ligne. On n'a pas eu de questions dans la salle encore. Ne soyez pas timides. Peut-être que vous avez des questions pour les personnes sur scène. Oui, je vous écoute. Il faut que je la répète dans le micro après, mais je vous écoute. Alors, la question est, est-ce que vous avez une forte politique RSE? Justement, je voulais rebondir sur ça quand on parlait des valeurs, mais c'est vrai que là-dessus aussi, les candidats sont extrêmement challengeants sur les RSE. Donc là, nous, par exemple, chez Berger-Levrault, c'est un projet qui est en pleine construction, qui prend du temps, parce que l'objectif, c'est que ce soit une démarche sincère et pas du greenwashing, comme on entend beaucoup. Donc, c'est en pleine construction, avec vraiment l'objectif d'intervenir sur différents leviers, la parité, aussi l'éco-conception d'un point de vue technique aussi. Donc il y a des sujets plus ou moins importants et qui se feront sur la durée. Mais oui, l'idée c'est vraiment d'être en ligne avec ces attentes-là, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui les candidats, ils regardent ça. Ils sont très 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 vigilants et on se doit de répondre à cette exigence, même pour nos collaborateurs en interne, pas que les candidats, mais voilà. Aline, je vous laisse tousser. Est-ce que la politique RSE, d'ailleurs, on le dit peut-être pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire, mais c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est toutes les actions qui vont être un petit peu à côté justement du cœur d'activité de l'entreprise pour effectivement... IMSA a effectivement développé un projet de mécénat de compétences.
Si vous voulez, je vais meubler en attendant pour que vous puissiez boire un coup d'eau. Peut-être, est-ce que justement, Simon, est-ce que c'est des critères? Est-ce que, alors, vous, c'est un petit peu particulier parce que tous les deux, vous avez effectivement travaillé directement dans les entreprises dans lesquelles vous aviez fait votre alternance. Mais est-ce que ce critère RSE était quelque chose d'important? Et est-ce qu'il y a des actions au sein de votre société sur ce thème? Alors, effectivement, la première fois quand je suis arrivé chez Axonote, ou en tout cas quand j'ai passé mon entretien chez eux, je ne me suis pas spécialement fié à l'aspect social de l'entreprise, mais vraiment plus à l'aspect le job, le boulot. Je suis rentré dedans, ça m'a super bien plu. Et le fait justement d'avoir une politique RSE qui est importante, ça met tout de suite beaucoup plus à l'aise les employés. Et du coup, on va au travail avec le sourire, on travaille bien, on s'entend bien avec les collègues et on veut mener aussi des side projects. Récemment, avec Axonote, on est devenu entreprise partenaire avec l'UNICEF. Donc, on parraine des enfants un peu partout dans le monde qui souffrent de malnutrition. On va aussi mettre en place énormément d'actions sur le développement durable. On va mettre beaucoup de poubelles, beaucoup de plantes, beaucoup d'actions comme ça. De recyclage, on parlait de poubelles, le tri sélectif. Le tri sélectif. donc en fait, c'est un peu des éléments qui vous permettent d'être fiers de votre entreprise en soi. C'est ça, en fait, on peut le traduire comme ça. On est dans une entreprise où on voit que même le côté humain est là. On sait que l'entreprise veut avancer, qu'on est là. Nous, notre entreprise, du coup, c'est un éditeur de logiciels pour les entrepreneurs. Et même dans le discours de nos fondateurs, quand ils ont notre discours au sein de l'entreprise ou quand ils ont notre discours même devant les fonds d'investissement, c'est toujours mettre en avant, on veut aider les entrepreneurs. C'est jamais le profit, c'est toujours aider, et c'est ça qui plaît, et c'est ça aussi qui nous aide à recruter des personnes qui ont le même point de vue que nous et à garder une cohésion d'équipe. C'est formidable parce que vous êtes candidat, mais vous êtes aussi c'est une réelle visibilité sur les stratégies de recrutement de votre start-up, donc c'est bien parce que ça nous donne un complément de vision. Est-ce que Aline, justement, ça va mieux? Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de la politique donc, RSE de IMSA? Je parlais de mécénat de compétences tout à l'heure. Effectivement, IMSA s'est beaucoup investi pour aider des publics plus ou moins éloignés du numérique en formant sur la bureautique, en naviguant, faisant des navigations web au sein d'institutions comme Pôle emploi ou autres. Et donc ça, ce sont des collaborateurs sur leur temps de travail qui déploient leurs compétences là-dessus. On a pu aussi intervenir sur des préparations à entretien de recrutement de profils éloignés de l'emploi. Voilà, donc ce sont des engagements solidaires qu'on a essayé de mettre en place et on a eu un prix, je crois, avant que j'arrive sur cette innovation-là. Et juste pour compléter, parce que c'est vrai quand on parle d'engagement et de sentiment de fierté, je pense qu'une politique RSE, elle a vraiment du sens quand les collaborateurs sont impliqués, quand c'est eux-mêmes qui pilotent des projets et c'est vraiment le sens d'une politique RSE qui n'est pas superficielle, uniquement pilotée par la direction, par la com, la RH. C'est vraiment, ça prend plus de sens quand c'est mené comme ça. En tout cas, nous, c'est notre approche de se dire que c'est les collaborateurs qui sont eux-mêmes pilotes de leur propre projet, qui le portent et en fonction de leurs propres convictions aussi. Ce qui, alors bien entendu, en ligne avec la stratégie qui est fixée, mais ça donne encore plus de poids à la démarche, quoi. Oui, je vous laisse la parole. On a, au-delà de la RSE, on a aussi des projets d'intrapreneuriat qui parlent beaucoup à nos collaborateurs. En fait, on leur propose de développer un projet personnel en développement informatique qui présente devant un jury constitué de professionnels de l'entreprise. Et si ce projet est validé, ils peuvent le développer pendant leur temps de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup plu. On est à la mêlée numérique, alors du coup, on parle numérique depuis le début de la semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique est un levier pour vous, justement, pour recruter? Est-ce que, ma question est peut-être bête, mais est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on recrute a beaucoup évolué? Est-ce que l'acquisition, justement, des candidats vient principalement par le numérique aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a toujours de l'humain, des salons, des choses comme ça qui ont de l'importance pour vous, notamment au sein d'IMSA ou de Berger-le-Vro?
Nous, le numérique a été une réelle force. Alors, surtout en temps de crise, on s'en est rendu compte parce que clairement, on était déjà équipés pour télétravailler du jour au lendemain. On avait déjà tout l'environnement de travail pour travailler à distance. Donc, ça a été réellement facilitant et ce qui fait qu'on s'en est bien sorti et on a pu rapidement basculer sur d'autres fonctionnements et même ça a été facilitant pour instaurer le recrutement à distance de manière systématique parce qu'il y avait des freins encore sur certaines voilà, et maintenant on est oui en effet Vous faites des entretiens par exemple en visio? Oui, on fait la majeure partie de nos entretiens en visio parce que l'équipe recrutement est sur Toulouse, mais recrute sur l'ensemble de la France, même en Espagne, voilà, sur l'international. Donc, il y a de moins en moins d'entretiens présentiels. Et ça doit changer un petit peu la façon de procéder, etc. Votre métier vous-même est en mutation, quoi. Oui, clairement. Alors après, ça se passe bien quand, voilà, comme je disais, le recruteur doit être agile par rapport à toutes les contraintes ou les changements qui se passent. Donc, ça se passe bien. C'est vrai que l'entretien en face à face est bien aussi, mais on ne s'est pas retrouvé avec de surprises étonnantes. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on fait un entretien basé, comme je disais, sur des critères objectifs, professionnels, voilà, on n'a pas du tout de difficultés, à part des difficultés de connexion de temps en temps. Mais ça ajoute un petit peu de fun à l'événement, au moment. Pareil au sein de MSA, est-ce que les procédures de recrutement, la façon dont vous travaillez a elle-même évolué également? Oui, et puis j'en parlais tout à l'heure, mais on fait appel à une plateforme qui est Welcome to the Jungle. Donc vraiment, ces supports numériques ont permis de donner de la visibilité à l'entreprise par le biais de vidéos, d'interviews. Et c'est aussi relayé, hein, ces vidéos sur LinkedIn. Tous ces réseaux, en fait, sont un appui formidable pour donner de la visibilité et pouvoir capter des candidats. On rappelle ça, Welcome to the Jungle, qui est une start-up française dont on peut être fier. Voilà. Apparemment, le public confirme que c'est un très bon site pour avoir une vision, une compréhension des emplois. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, on a une question. Alors aujourd'hui, on parle d'attirer les candidats, les profils tech. Ça pourrait un petit peu synthétiser ce qui s'est dit. Qu'est-ce qui pourrait, vous, Simon Liège et Jean-Jean Levis, faire que vous serez fidélisés avec l'entreprise? Vous n'avez pas un pouvoir? Très bien, très bonne question dans le public. La question est comment on pourrait, effectivement, Simon, Morgane, vous fidéliser. On en a parlé en préparation de la table ronde, donc on allait évoquer le sujet, mais c'est très bien d'en parler tout de suite. Est-ce que vous voyez passer toute votre vie dans les entreprises dans lesquelles vous êtes? Est-ce qu'il y a des arguments de l'extérieur qui pourraient vous convaincre de changer d'entreprise ou au contraire de rester dans une entreprise? Déjà, il va falloir faire attention à ce qu'on réponde à cette question-là. On ne sait jamais. On est dans la philosophie, là. Non, blague à part. Moi, je suis un grand sportif dans le sens où j'ai toujours regardé du sport. J'ai toujours aimé le sport. Je peux passer mon week-end à regarder le sport. Si ça ne dérange pas à la maison, à peu près, ça peut le faire. Bon, c'est mieux de faire du sport que de le regarder. Mais Autant faire les deux. Mais du coup, le fait de travailler dans une entreprise de paris sportifs, de pouvoir être vraiment au contact d'une de mes passions, c'est quelque chose qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas partir parce que professionnellement parlant et personnellement parlant, j'ai trouvé un équilibre qui me permet de me projeter dans cette entreprise. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde dans son entreprise. Il faut arriver, je pense, à trouver un bon équilibre personnel et professionnel. La flexibilité, notamment par rapport au télétravail, ça fait partie aussi des arguments qui font que une fois qu'on a trouvé un certain équilibre, alors oui, on peut être attiré par d'autres projets, on peut être attiré par d'autres stacks, d'autres technos, on peut être attiré aussi par de la mobilité internationale, mais à partir du moment où notre équilibre est bon et qu'on se plaît dans ce qu'on fait, moi au jour d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas prévu de changer pour l'instant. Non, mais c'était pas une question piège. Voilà. Vous n'êtes pas disponible sur le marché. Non, mais on a compris que c'était la passion, en gros, oui, entre guillemets, qui était le moteur et qui aujourd'hui vous vous attachez à votre structure. Simon, même question. Du coup, en ce qui concerne la fidélisation dans l'entreprise,
ce seront certainement les valeurs humaines qui vont me faire rester. Ça va être le fait de, par exemple, les fondateurs qui payent régulièrement des repas, des restaurants. Ça va être d'avoir aussi régulièrement des soirées au travail où on va pouvoir faire des soirées jeux vidéo, on va pouvoir faire des soirées cinéma, on va faire des soirées jeux de société. Généralement, on en a 1 ou 2 par semaine. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes parce que je me souviens, j'ai déjà fait des entreprises où, quand par exemple il y avait ce genre de soirée, mais on ne se rendait pas aux soirées, on était assez stigmatisé ensuite par la suite. Et c'est vrai que là, pas du tout. Et c'est des valeurs du coup qui se reflètent ensuite dans l'ambiance au travail et dans le bonheur. Et en fait, on n'a pas envie d'en partir quand on a déjà fait plusieurs entreprises et qu'on voit où c'est généralement après et qu'on se rend compte dans l'entreprise, on a les tickets resto, on a un bon salaire, on a de l'equity, on a des parts, on a des BSPCE dans l'entreprise. On va aussi avoir, voilà, on a énormément d'avantages et c'est ça qui va faire rester. Alors effectivement, peut-être que c'est juste mon cas personnel, le fait de travailler dans une start-up, je ne me vois pas y rester toute ma vie. Ça serait, je ne pense pas que c'est une bonne chose de rester toute sa vie dans une entreprise, actuellement, en tout cas pour moi dans une start-up, parce que ça ne me fera pas spécialement découvrir de nouveaux horizons. Mais je ne pense pas non plus partir dans 1 an ou 2 ans. Le but, c'est de rester dans l'entreprise, de la voir grandir, de voir jusqu'où elle peut grandir. Et une fois que je suis satisfait de mon travail dans l'entreprise, je vais dans une autre entreprise pour la faire croître à nouveau. Le but, c'est toujours de faire un renouveau des compétences et de faire un renouveau dans les entreprises, d'apporter mes compétences pour faire évoluer les entreprises. C'est très beau, de la passion et grandir avec son entreprise. Est-ce que justement vous mettez en place, merci beaucoup, est-ce que vous mettez en place, Bérangère, des actions chez vous pour justement peut-être fidéliser les... Alors c'est vrai que la fidélisation est un enjeu. Pour le coup, c'est vrai que c'est important, je pense que les valeurs personnelles et de l'entreprise soient alignées pour que ça se fasse dans la durée. Après, il y a un levier de fidélisation qui est très important, c'est la formation. Et on voit beaucoup de tech, en fait, qui sont très sensibles aussi à la capacité de l'entreprise à les former sur des nouvelles technologies, sur justement à aller vers de nouveaux terrains, de nouvelles compétences qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'explorer à la base. Et c'est très important dans ce cadre-là. Après, c'est aussi, je pense, lié à... On parlait de la dimension projet et de donner des perspectives aussi projet aux tech qui font que ils ont tous évolué dans un environnement très mouvant, qui change tous les 2 ans, qui est très rapidement obsolète. Et donc, il faut qu'ils trouvent cette dynamique-là aussi en interne, parce que sinon ils partent en fait. Alors bien entendu, on a des autodidactes qui ont commencé dans le numérique il y a un certain nombre d'années, ils sont plus fidèles, mais je parle des nouvelles générations où il faut suivre le rythme et leur donner envie de rester. Mais la formation, c'est un vrai enjeu. Alors je parle de la formation tech, mais nous en tout cas, on veut les former aussi sur le développement personnel, sur d'autres thématiques sur lesquelles ils sont peut-être moins challengés, mais qui sont très importantes aussi dans leur métier. Voilà. Merci beaucoup, Aline, au sein de IMSA. Alors, je sais que vous avez un magnifique site à Montauban. C'est peut-être un des critères de fidélisation, mais est-ce que vous mettez en place d'autres actions justement pour fidéliser les Le équipes? développement de compétences de nos collaborateurs est très important et au cœur en fait, de notre pilotage et de gestion de nos talents. Alors, on organise des comités de carrière dans chaque direction et puis pour établir des parcours individualisés en fait d'évolution. La formation est un levier qui accompagne ce développement de compétences. À IMSA, la formation est un budget de 3% de la masse salariale, qui est quand même très très conséquent. Énormément de formations sont dispensées. En lien avec l'agilité, mais pas que, sur toutes les nouvelles technologies. Et voilà, donc l'accompagnement est au cœur de nos processus et justement aussi le service, la création de mon service est l'objectif de cette démarche où on doit déployer la gestion de nos talents.
Tout à fait, pour grandir en même temps que son entreprise, comme on le disait, c'est très joli. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou pas? On arrive malheureusement sur la fin de cette table ronde qui était très intéressante. Moi, j'ai une question sur est-ce que le CV, la lettre de motivation, est toujours un vecteur et un moyen aujourd'hui d'être recruté? Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en recherche d'emploi. Est-ce que c'est encore le moyen d'obtenir un travail en 2021? Est-ce que vous avez fait déjà tous les deux? Est-ce que vous avez fait des CV, des lettres de motivation pour avoir l'emploi que vous avez aujourd'hui? Oui, le CV reste quand même, je pense, une de nos premières vitrines personnelles, mais avec toutes les évolutions, avec toutes les évolutions technologiques. On parlait de Welcome to the Jungle, on peut parler aussi de LinkedIn. Mine de rien, un candidat qui n'a pas une page LinkedIn un minimum élaborée a moins de chances, je pense, en tant que candidat. Peut-être que la version recruteur sera différente, mais je pense que le CV et le LinkedIn sont vraiment les deux points importants au jour d'aujourd'hui. La lettre de motivation, je dirais un petit peu moins, même si pour certaines entreprises, elles y restent attachées, mais c'est plus l'aspect CV et LinkedIn, je pense. Vous avez tué la lettre de motivation et vous avez digitalisé le CV, mais on est d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez fait un CV pour obtenir votre job? Effectivement. Alors, je pense que le CV, c'est quand même quelque chose de nécessaire encore à l'heure actuelle. Quand on cherche du boulot, avoir son CV, c'est comme avoir sa carte d'identité, quoi. C'est vraiment un papier qui est nécessaire. La lettre de motivation, je pense que c'est un plus. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la valeur pour l'employeur, pour montrer qu'on s'est intéressé à lui et pourquoi on veut travailler chez lui. Généralement, quand on fait une lettre de motivation, à notre niveau, c'est qu'on est motivé par l'entreprise. Donc, du coup, je pense que c'est un plus. Après, pour les profils tech, généralement, on vient le plus souvent au rendez-vous avec déjà ce qu'on a fait. Même si on n'a pas eu d'expérience, c'est ça, voilà. Un book comme pour les designers, mais nous, ça va être des sites web, ça peut être des résultats que l'on a eu dans nos expériences passées. Voilà. On y va toujours avec des expériences. Et je pense que les recruteurs, en tout cas les recrutements que j'ai faits, étaient beaucoup plus sur cette valeur-là, sur l'expérience que j'avais, plutôt que sur le CV. J'aurais eu sur le CV que j'avais juste simplement peut-être le bac et rien d'autre. Si j'avais par la suite de l'expérience, ça leur aurait suffi. Vraiment, actuellement, je pense que c'est l'expérience qui joue plus que le CV. Mais le CV est nécessaire. Merci beaucoup. Alors on arrive à la fin. Alors pour conclure cette table ronde, peut-être dire effectivement s'il faut un CV et une lettre de motivation pour être recruté dans chacune de vos structures et où est-ce qu'on peut postuler pour candidater dans vos structures? Oui, le CV reste quand même le sésame un peu qui synthétise tout le parcours du candidat. Sur notre site internet, vous avez toutes les offres en ligne, sur LinkedIn aussi. Et Welcome to the Jungle si vous ne l'aviez pas retenu. Merci. Merci beaucoup Bérangère. Oui, donc nous aussi, hein, on a besoin du CV, ça reste la porte d'entrée. Sur la lettre de motivation, bon, on a fait le deuil de ça, parce que, alors ça fait la différence, donc si vous voulez vous différencier, c'est important de la mettre. Mais pour le coup, nous, on a été jusqu'à déployer la fonctionnalité sur notre site de « Je postule en un clic » pour faciliter vraiment les développeurs et notamment les profils qui ont des difficultés à aller jusqu'au bout de la candidature pour vraiment candidater rapidement pour faciliter l'expérience candidat. Donc après, pour voir les offres, bien entendu, tout est sur le site Berger-Levrault, en France et à l'international. Donc si vous êtes intéressé par aussi une expérience à l'international, n'hésitez pas, les équipes recrutement seront là aussi cet après-midi d'ailleurs, Eva pour le Canada et Sandra pour l'Espagne. Alors oui, on le rappelle, cet après-midi, effectivement, continue le Jobstick. Il est encore temps de venir à Toulouse, au Quai des Savoirs, sur les allées Jules Guesde, pour rencontrer effectivement tous les partenaires. Merci beaucoup Morgane, merci beaucoup Bérangère, merci beaucoup Aline, merci beaucoup Simon, merci à toutes les équipes de la mêlée numérique, de la régie KRD derrière, et à tous les spectateurs sur place et en ligne pour cette magnifique table ronde. Merci. Merci.